Téléspectateurs de Canal King Télévision, nous sommes là pour ce numéro de l'émission Monde du Travail. Nous allons échanger sur les questions d'actualité de l'heure, notamment la situation qui prévaut à la société Trasco, la désignation du président de la CENI, la situation de l'ancien Premier ministre Matata Pognon, et l'invité, c'est le président de l'Horizon pour l'Humanité, Jean-Pierre Bolonga. Bonjour, président Jean-Pierre Bolonga. Bonsoir, messieurs les journalistes. Voilà, vous êtes là, acteur des droits de l'homme. Votre rôle, c'est de documenter, d'observer les faits et à la fin des comptes, vous donner votre point de vue. Actuellement, là, les violons ne s'accordent pas autour de la désignation du président de la CENI entre les confessions religieuses. Quel est votre point de vue? Merci de la parole. La question électorale est une question que nous devons traiter avec beaucoup de responsabilité. Parce que c'est une question qui engage toute une nation. Parmi les conflits qui naissent, lorsqu'on se retrouve dans un conflit qu'on appelle conflit électoral, ça peut embraser tout un pays. Raison pour laquelle c'est une question où les acteurs politiques ainsi que la société civile, lorsqu'ils se retrouvent devant une telle question, ils doivent l'aborder avec trop de responsabilités, comme je venais de l'évoquer ici. Nous disons que nous sommes un état de droit. L'état de droit, c'est là où le gouvernant et le gouverné se soumettent aux droits. Dans les droits, nous avons la Constitution, nous avons des lois, des fonds et des formes, nous avons des règlements, nous avons aussi des accords entre les particuliers. Pour que nous puissions nous attendre à une élection démocratique que tout le monde désire être transparente, libre et ainsi de suite, ça dépend de l'environnement politique que nous avons. Ça commence d'abord par là, parce qu'on ne peut pas s'attendre à une élection démocratique lorsqu'on ne se retrouve pas dans un environnement démocratique. Ça dépend de la prédisposition des acteurs qui contribuent à l'organisation, au déroulement, et puis jusqu'au jour même du vote, pour que nous puissions nous retrouver avec un vote démocratique. En droit constitutionnel, lorsqu'on parle d'un vote démocratique, le vote démocratique doit réunir 3 conditions. C'est un vote qui doit être libre. C'est-à-dire que le vote n'est pas une obligation, c'est un droit. Je peux ne pas voter, on ne m'amènera nulle part parce que j'ai refusé de voter. Le vote démocratique doit être secret pour éviter les représailles, raison pour laquelle depuis 1800 et quelques, on a créé le système des isoloirs. Chacun de nous va voter d'une manière secrète. Et en fait, le vote électoral et démocratique doit aussi être sincère. C'est-à-dire qu'après avoir voté, lorsqu'on arrive au dépouillement, lorsqu'on annonce les résultats, il faut que les résultats qui est proclamé par la CENI ou par la Cour constitutionnelle puissent refléter la vérité des urnes. Sinon, il y aura toujours des contestations. Raison pour laquelle la loi est claire. En ce qui concerne la désignation du président de la CENI, la loi dispose que ce sont les confessions religieuses qui désignent le président de la CENI. Et les confessions religieuses ont une charte qu'on appelle la loi des partis. En rapport avec l'article 33 du Code civil livre 3, la charte les engage. Et nous avons 8 confessions religieuses qui ont constitué toute une organisation et elles doivent respecter la charte qui les régit. Au regard de l'article 17 de cette charte, cet article dispose que seul le président engage la structure. Comme dans toutes les organisations non gouvernementales qui ont une certaine personnalité juridique, on ne peut pas se retrouver dans un royaume de maïs
où chacun peut tirer les draps de son côté et commencer à engager la structure. La structure a toujours été engagée par une seule personne qu'on appelle le président. Et là, il y a un président, il y a un vice-président et il y a l'Assemblée. Ils ont un mot de parce que nous avons parlé aussi du respect des règles de forme. Nous sommes dans la procédure. La forme là-bas, qu'est-ce qu'on a déterminé? Lorsqu'ils s'amènent avec des noms de candidats, de propositions de noms de candidats, le principe là-bas, c'est le consensus. Et lorsque le consensus n'est pas trouvé, on peut aller au vote. En d'autres termes, le vote est une exception, mais le consensus est le principe. Mais avant d'arriver au vote, il y a des critères. D'après les informations à notre niveau, bien qu'il y a trop de critères qui sont en train d'éliminer les candidats sous certaines conditions, mais il y a au moins 3 critères que nous pouvons considérer comme des critères sacro-saints qu'on ne peut pas s'en passer. Parmi lesquels, l'indépendance du candidat, son expertise en rapport avec le domaine électoral, et ainsi de suite. Et lorsqu'on trouve que même si vous auriez déjà réuni certaines conditions, et on trouve que parmi les conditions principales, on trouve que vous ne remplissez pas une telle condition, d'office vous êtes écarté. C'est là où les violons ne s'accordent pas entre les 2 confessions religieuses et les 6 autres. D'après les informations à notre niveau, il n'était même pas arrivé au niveau des consensus. Il n'était même pas arrivé au niveau du vote. On était en train d'éliminer les candidats en rapport avec les critères. Tel rempli les critères, ils ont et même voté tous les critères qu'on doit soumettre l'avis de chaque candidat. Et maintenant, quand on arrive à un certain niveau, on a trouvé que certains candidats, bien sûr, qui avaient une certaine expertise, mais à un certain moment, ils n'ont pas rempli certaines conditions telles que la condition de l'indépendance de l'esprit. Même chez nous, en droit, on dit que le juge doit être indépendant. C'est un principe. Pourquoi? Parce que au-dessus du juge, il n'y a que la loi. Au regard de l'article 149 et 152 de la Constitution, la loi fondamentale dit que le juge doit être indépendant. Il ne peut se soumettre qu'à l'autorité de la loi. Il en est de même pour celui qui doit diriger la CENI. La CENI est une institution indépendante d'appui à la démocratie. Elle ne peut être dirigée que par une personne indépendante. Mais lorsqu'on trouve un candidat qui a des affinités avec un parti politique, où on trouve qu'il s'était photographié, il était dans des réunions politiques, et il s'est permis même de se tirer des photos avec certaines autorités du pays, ce sont des indices sérieux de culpabilité. Un tel candidat, lorsque on le met aujourd'hui à la tête de la CENI, quel serait son état d'esprit? Alors, c'est là où il y a un problème. Raison pour laquelle, quand on est arrivé à ce niveau-là, l'Église catholique et les CC n'ont pas digéré ça. Ils ont dit non, tel candidat, bien que certains critères, il est rempli, mais à un certain niveau, vous allez vous rendre compte que le candidat ici n'est pas indépendant. S'il bat de cette indépendance, ils ne se sont pas attendus. Raison pour laquelle, quand ils ont vu qu'il y a eu des éléments, qu'on pouvait mener des investigations après, c'est le président qui dirige les réunions. C'est lui qui a la police du débat. Lorsqu'il dit que nous sommes déjà arrivés à partir de 20h et qu'on doit prendre une pause, demain on va revenir jusqu'à ce que nous puissions récolter certaines précisions en rapport avec ce que nous avons eu comme de nouveaux éléments. On doit s'armer de la patience. C'est à ce moment-là que les autres se sont retirés. Ils sont allés, je ne sais pas si à 1h du matin, ils sont retirés à Montfréry là-bas. Et ils se retrouvent là-bas sans la présence du président qui engage, sans son vice. Et ils viennent avec nous, soi-disant que nous sommes majoritaires. Non, la majorité doit respecter
l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect des règles, de fond et de forme. Vous êtes qui pour pouvoir engager? Pourquoi on doit se retirer? C'est vous-même qui avez déclaré que vous étiez sous menace au début. Il y a des soupçons même de corruption parce qu'il y a ceux qui disent aujourd'hui qu'on leur a proposé $75,000, des jeeps et ainsi de suite. Dans quel état d'esprit? Mais comment vous pouvez vous retirer à partir de minuit? Alors, comment pouvez-vous qualifier ce comportement-là de se retirer du processus normal, puisque vous avez dit ils étaient au niveau de l'élimination, tenant compte des critères de choix. Alors, à un certain moment, alors ça n'a pas marché. Alors, vous, en tant qu'acteur des droits de l'homme, comment pouvez-vous qualifier ce comportement-là? C'était un comportement à condamner. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Vous savez, les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas acteurs étatiques. Nous sommes en politique. Nous encourageons une bonne politique. Nous décourageons une très mauvaise politique. Parce que la politique fait partie des droits de l'homme. C'est là que les gens ne comprennent pas. Dans la classification des droits de l'homme, la première catégorie des droits de l'homme, ce sont les droits civils et politiques. Et quand on fait allusion aux droits civils et politiques, nous avons le droit de voter et le droit d'être élu. Raison pour laquelle nous disons qu'un tel comportement qui ne respecte pas les lois, les accords entre les partis, c'est un comportement à condamner. Monsieur Dodo, qui prend le devant aujourd'hui, mais en tout cas, ça nous étonne. Les confessions, les dirigeants des confessions religieuses devaient être considérés comme les derniers remparts. Ce sont eux qui devaient garder la haute moralité du pays parce que tout le monde se réfère à eux. Ils sont considérés comme des modèles. Mais nous sommes inquiets parce que les gens qu'on considère comme des modèles, nous pouvons nous disputer ici lorsqu'on arrive devant un pasteur, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a l'amour, mais on se retrouve devant un groupe de gens où il y a des conflits, des séparations, des points de presse, les uns parlent autre chose, quand les autres viennent, ils se contredisent, alors nous disons, mais où allons-nous aujourd'hui lorsque nous avons des problèmes? Raison pour laquelle nous disons que la procédure est normale. Lorsqu'ils ne s'attendent pas, il y a eu un PV de non-conciliation qu'on a déposé au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a pas le droit de désigner le président de la CENI. Parce que le président de l'Assemblée nationale a renvoyé. Il va renvoyer. Oui. Pour qu'il se retrouve encore et qu'il s'arme d'un esprit chrétien. Qu'ils harmonisent et puis présenter un nom. Un candidat qui est indépendant, qui remplit tous les critères pour que nous puissions nous attendre à une élection démocratique qui est libre, secrète et puis sincère. Oui, président, avec ce comportement, quand les confessions religieuses ne s'entendaient pas, et quand une partie des confessions religieuses présente un candidat, et si celui-ci arrivait à la tête de la CENI et qu'il gère cette centrale électorale, il proclame les résultats. Est-ce que les gens vont accepter ces résultats-là, puisque au départ, en amont, les violons ne se sont pas accordés. Et a fortiori, à la publication des résultats des élections, est-ce que la société sera contente? Et ces confessions religieuses-là, souvent, elles ont des gens qui sont derrière elles. Est-ce que les gens vont accepter les résultats que va présenter le président de la CENI? C'est ça le problème. Nous avons vu avec vous, c'est un raisonnement logique. On dit que lorsque les prémices sont fausses, la conclusion sera aussi fausse. Raison pour laquelle je venais d'évoquer ici au début que tout dépend de la prédisposition des acteurs qui se plongent dans les jeux politiques à travers les élections. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à une élection démocratique lorsqu'on n'est pas dans un environnement démocratique. Nous aimerions que les choses puissent se passer dans le respect des textes.
il y a la loi électorale, il y a la constitution, il y a la charte, qu'ils se retrouvent ensemble, qu'ils mettent leurs différends à côté, qu'ils s'attendent jusqu'à trouver une personne qui va diriger la CENI avec toute indépendance dans sa tête. Sinon, il risque de plonger le pays dans le chaos. Il risque de plonger le pays dans le chaos. Et nous ne voulons pas que le pays puisse se plonger dans le chaos. Nous n'avons qu'un seul pays. Le président Félix n'a pas besoin de ça. Il est le fils d'un grand démocrate dans ce pays-ci. L'IDPS a mené un grand combat et c'est un parti qui prône la démocratie. On n'a pas besoin aujourd'hui, lorsqu'on arrive à la fin de son mandat, on se retrouve avec des cadavres, alors que hier on était dans l'opposition et on disait qu'on était démocrate, mais nous devons nous servir des exemples qui se passent ailleurs. Raison pour laquelle que les chefs, pour moi, c'est une proposition tout simplement, parce que lorsque nous trouvons que les autres, il y a des soupçons de corruption aujourd'hui et autres, on ne peut pas changer les règles du jeu pendant les matchs, mais néanmoins, prochainement, qu'on donne à l'Église catholique et l'Église protestante un droit de veto. C'est une discrimination positive. Nous avons mais comment les deux confessions religieuses vont tenir face à trois autres confessions religieuses pendant qu'elles ne sont qu'en deux? C'est une question de rapport. Le droit de vote. C'est une question de rapport de force. Nous avons le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons combien de pays au monde? Plus de 190 pays. Ils ont leur plénière là-bas. Mais dans le Conseil de sécurité, il y a 15 membres qui sont là, permanents, et avec 5 membres qui ont le droit de veto. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'était les États-Unis d'Amérique, la Russie, ainsi que la Grande-Bretagne. Ils ont adopté les deux vaincus, la France et la Chine, pour humilier l'Allemagne et le Japon. Et vous pouvez voter lorsque vous arrivez à prendre des décisions qui engagent l'Organisation des Nations Unies, lorsque eux ne sont pas d'accord, quand ils disent non, c'est fini, la décision tombe. Notre pays, vous connaissez ce qui se passe dans notre pays ici. Il y a des moments où le pouvoir politique, qui veut tout déranger, nous amène dans des histoires de camps de violation des droits de l'homme. Mais il y a seulement l'Église catholique qui s'élève ici. Vous avez vu un certain Dodo Kamba, Balangana, il s'est levé avec son église de réveil ici, et les Kimbanguistes et les autres dire non dire non au pouvoir en place. Non. Donc ces gens-là, ils ont une certaine expertise. L'Église catholique a toute une CENI. Bon, je ne peux pas parler de la CENI, toute une organisation qui contrôle les élections en son sein. Nous avons vu les observateurs de la CENCO ici. Ils sont là, ils ont une certaine expertise avec l'Église protestante et n'ont pas d'expérience. Qu'ils laissent qu'on donne beaucoup de poids à l'Église catholique et à l'Église protestante, parce que lorsqu'il y a des problèmes qui surgissent dans notre pays, ce sont ces églises-là qui prennent les devants par rapport aux autres. Voilà, nous avons suivi à travers les réseaux sociaux les manifestations alimentées notamment à l'archidiocèse de Kinshasa. Comme vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, mais puisqu'on parle des cardinals Ambongo, en tant que défenseur des droits de l'homme, comment allez-vous apprécier ces comportements? Le droit à la liberté de manifestation est un droit qui est consacré par la Constitution à travers de l'article 26. Manifester, c'est un droit fondamental qui est reconnu par tout un chacun. Mais dans les cas d'espèce, et s'il y a opportunité, la désignation, l'obligation de la désignation du président de la CENI appartient à la société civile. Nous sommes de la société civile. C'est nous qui allions nous mettre en colère à la place des partis politiques et à la place des acteurs politiques. Quelle est la place de l'IDPS? L'IDPS est un parti politique. L'IDPS est en train de mener un combat pour
conserver parce qu'il est maintenant au pouvoir, elle est maintenant au pouvoir, pour conserver son pouvoir. Et puis, c'est ça le rôle d'un parti politique, et de former ses militants. Mais de quel droit? Raison pour laquelle on dit que M. Kadima a des connivences avec l'IDPS et le pouvoir en place, parce qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Lorsqu'on dit qu'on ne veut pas de la candidature de Kadima, bon, en quoi l'IDPS peut allumer le feu aujourd'hui? Mais le secrétaire général de l'IDPS a condamné ce comportement. Il a condamné après. Il a condamné ça. Après, il s'était d'abord senti un peu gêné en rapport avec le discours de Kardinal Rambongo. Et par après, lorsqu'il a vu qu'il y a eu des actes de vandalisme au niveau des Mbouchimaï au Kassai, et puis un groupe est allé manifester devant la résidence du cardinal. C'est là qu'il convoquera, c'était dimanche, je ne sais pas si c'est samedi ou dimanche ici, pour dire que non, on ne peut pas faire ceci. Quand vous voyez quelqu'un en train de se comporter de cette manière-là, vous pouvez le dénoncer et ainsi de suite. Mais c'est trop tard. C'est ça le rôle d'un parti politique. Donc nous disons que nos amis de l'IDPS, qu'ils mettent de l'eau dans le vin. La question appartient à la société civile, qu'on laisse compris pour que les dirigeants de 8 confessions religieuses s'accordent pour nous donner un homme compétent qui peut diriger la CENI avec toutes les qualités possibles. Voilà, Président, pour vider cette question, vous êtes membre de la société civile, y compris votre organisation. Vous, de la société civile, vous avez une part dans la désignation des acteurs de la société civile, hein, si c'est éducation électorale, histoire comme ça. Et comment vous vous organisez en dehors des confessions religieuses? Puisque confessions religieuses font également partie de la société civile. Vous, qui n'êtes pas membre des confessions religieuses, vous avez un quota. Vous avez un quota dans la désignation des acteurs de la société civile. Comment vous êtes en train de vous organiser pour désigner votre candidat? Là encore, il se pose un problème. Il se pose un problème dans notre pays. Quand on trouve que vous êtes indépendant, parce que la société civile aujourd'hui... Puisque la fois passée, c'était Ndoun. Tout à fait. Oui. La société civile aujourd'hui, on commence à nous taxer de la société civile proche du pouvoir, société civile proche de l'opposition, alors que la société civile doit rester apolitique. Lorsqu'il y a de telles réunions, moi qui suis en train de vous parler ici, je n'ai reçu aucune invitation. Hein. Tout se passe comme ça et on va voir seulement à la télé. Et les acteurs de la société civile se sont retrouvés, ils ont choisi 3 membres, ainsi de suite. Quand est-ce qu'ils ont fait ça? Là encore, les choses sont politisées. Les choses sont beaucoup plus politisées. Raison pour laquelle ce n'est pas notre objectif. Nous sommes considérés comme la voix des sans-voix, qui y mettent leurs délégués là-bas, mais nous leur disons tout simplement de respecter les règles d'hygiène. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là-bas jusqu'à présent, et on va se retrouver avec un groupe de personnes qui va commencer à parler au nom de la société civile, alors que la société civile, elle est plurielle. Il y a beaucoup de composantes dans cette histoire-là qu'on appelle la société civile. Nous sommes des droits de l'homme, il y a des ONG de développement, les églises, ainsi de suite. Cadre de concertation. Tout à fait. Mais il n'y a pas un cadre approprié. Il y a seulement un groupe de gens, prenons par exemple, qui est proche du pouvoir ou proche des têtes. Ils s'appellent la nuit, ils se retrouvent et puis ils mettent les personnes là-bas. Ça, ce n'est pas notre objectif. Mais nous sommes là pour surveiller ce qui se passe parce que nous devons encourager les bonnes choses et décourager aussi les mauvaises choses. Alors, quelles sont les dernières nouvelles en ce qui concerne les projets de loi proposés par Tchani? Est-ce qu'il y a des dernières nouvelles, il y a changement, nous sommes retrouvés à quel niveau? La loi Tchani, bon, elle n'est pas encore une loi, c'est une proposition qu'on a déposée au niveau de l'Assemblée nationale qui mérite d'être examinée et puis adoptée, pose un problème sérieux actuellement. Lorsque nous prenons seulement l'article 24 de cette proposition, cet article dispose que pour que vous soyez président de la République, président de l'Assemblée nationale, du Sénat, chef d'état-major, premier ministre, il faut que vous soyez Congolais de père et de mère.
Et là, ça pose un problème. Nous trouvons que Tchani n'a pas associé des experts. Lorsqu'on veut seulement voter cette proposition de loi dans les formats qui se retrouvent maintenant, je vous assure, ça ouvre un canal pour que les étrangers deviennent des présidents de la République dans notre pays. Est-ce que vous soutenez ce projet de loi? Oui, parce qu'à partir de cet article que je venais d'évoquer, on dit pour que vous soyez président de la République et tous les autres responsables que je venais de citer ici, il faut que vous soyez Congolais de père et de mère. Congolais de père et de mère, vous veut dire quoi? C'est une ambiguïté. C'est parce que lorsque quelqu'un, je prends un exemple, un Rwandais qui vient aujourd'hui, qui a la nationalité congolaise, avec sa femme, ils sont devenus qui? Ce sont des Congolais. Et lorsqu'ils mettent au monde, leur enfant n'est pas Congolais de père et de mère. Et aujourd'hui, quand il postule, vous allez dire qu'il ne peut pas postuler parce qu'il n'est pas Congolais de père et de mère. C'est une lacune. Donc, nous disons à M. Tchani de compléter quelque chose, au lieu qu'il puisse se limiter seulement de parler des Congolais de père et de mère, qu'il ajoute Congolais de père et de mère d'origine. Et la nationalité d'origine, en rapport avec l'article 10 de la Constitution, elle est soit d'appartenance, soit de filiation, soit de la présomption de la loi. Mais le problème se pose au niveau de la filiation. Lorsqu'on n'est pas, parce que lui dit que quand on a son père est ailleurs et puis sa mère est ici, vice-versa, on ne peut pas être président de la République. Mais avant d'adopter ça, il a aussi inséré un article qui parle de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Même quand vous allez ailleurs et que vous obtenez une autre nationalité, vous ne pouvez pas perdre la nationalité congolaise. Ça entre en contradiction avec la Constitution. Il faut commencer d'abord par modifier la Constitution pour que cette proposition de loi passe. Alors que nous sommes dans un état de droit. Dans l'état de droit, on doit respecter le principe de la légalité. Une loi ne peut pas, une norme inférieure ne peut pas modifier une norme supérieure. Au contraire, c'est la loi qui doit subir le contrôle de la constitutionnalité. A priori et puis a posteriori. Lorsqu'une loi n'est pas conforme à la Constitution, elle n'a pas de soubassement juridique. Mais de quel droit on peut proposer une proposition de loi qui entre en contradiction avec la Constitution? Nous trouvons qu'il y a des problèmes sérieux. Alors M. Tchani doit associer des experts pour que sa proposition de loi passe. Sinon, avec le format que nous avons aujourd'hui, c'est une proposition à Voilà, nous citons par là la grève à la Trasco. Il y a déjà 2 semaines, les véhicules sont immobilisés. Ouais. Brièvement, puisqu'on nous signale, nous sommes au bout de notre timing. Les salaires. Brièvement. Tout à fait. Brièvement, en quelques mots. Ce qui se passe. Il y a déjà 2 semaines, les véhicules de Trasco sont immobilisés. Oui. Les transports deviennent difficiles en tant que droit de l'homme et puis ce qui se passe. En quelques mots. Oui, ce sont des violations très graves des droits de l'homme. Le salaire a un caractère social. On ne peut pas, quand on travaille, on doit être payé. Le salaire a un caractère alimentaire. Lorsque vous me privez, le travail est un droit, le salaire est un droit. Vous ne me payez pas quand je suis en train de travailler. Où est-ce que vous m'amenez? Vous voulez m'amener que je puisse voler? Détourner? Nous disons au gouvernement congolais, parce que le Transco, si c'est un établissement public, le Transco doit s'organiser pour que les travailleurs qui sont là-bas puissent être payés. Mais je n'ai pas aimé le comportement du ministre qui est allé trop vite avec les choses. La grève est un droit qui est reconnu par la Constitution, parmi les libertés fondamentales. Mais de quel droit les gens réclament les salaires, vous commencez à limoger les autres, il y a des nominations, il y a un comité provisoire là-bas qui fait partie, les mandataires qui étaient là-bas étaient suspendus et tout. Le problème n'est pas là-bas. Commencez d'abord par payer les gens. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en difficulté parce que là où on prenait le transport de 500 francs d'ici Kingasani, on commence à payer 5 000
6 000, ainsi de suite, alors que les Congolais souffrent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi, et leur ajouter encore les difficultés de transport, ça pose un problème, raison pour laquelle nous disons que le Premier ministre et le Président de la République qui est le garant de la nation, ils doivent s'impliquer sur cette question pour que les travailleurs de la Senco soient payés, oui, et qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Voilà, merci Président Jean-Pierre Bolonga de l'Horizon pour l'Humanité, merci d'être venu répondre à notre invitation. Téléspectateurs, vous avez suivi ces échanges, à vous d'apprécier. Merci.